Alors, comme je vous le disais, nous allons poursuivre toujours autour de Canguilhem et Jean-François Bronstein, qui est le spécialiste de sa pensée. Et puis, nous avons eu envie de nous arrêter sur une phrase de Canguilhem: tomber malade et se relever, un luxe biologique. Donc, voilà, de nous arrêter, de réfléchir un petit peu là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire. Avec nous aussi pour en parler, Agnès Rademacher, conseillère pédagogique. Oui, c'est ça. Oui, conseillère pédagogique, voilà. Alors, donc, qui est grand témoin, Agnès Rademacher est régulièrement venue au forum pendant toutes ces années. Et puis, bon, ça s'est fait comme ça. On lui a dit, je lui ai dit, est-ce que vous ne voulez pas être grand témoin la prochaine fois, parce que vous êtes toujours dans le public. C'est comme ça aussi que se font souvent les recrutements, d'ailleurs, des grands témoins chez nous, quand ils ne sont pas étudiants ou lycéens. Alors, donc Jean-François Bronstein, tomber malade et se relever, c'était un luxe biologique. Alors, comment faut-il comprendre ça? Tout après la pensée de Canguilhem, bien sûr. C'est toute la pensée de Canguilhem qui est résumée un peu dans cette proposition. L'idée de Canguilhem, c'est effectivement que la maladie, c'est une espèce de rétrécissement des capacités d'action de l'humain vivant sur ce milieu, mais cela fait partie effectivement de la vie. On ne peut pas vivre sans être malade. La maladie, d'une certaine manière, lui donne même une signification quasi métaphysique, c'est-à-dire la maladie, c'est ce qui nous fait prendre conscience de notre finitude, et donc c'est quelque chose qui est d'une certaine manière normale. La maladie, c'est une autre allure de la vie, comme il le dit. Ce n'est pas une négation de la vie, c'est un autre type d'allure de la vie. Et ce sur quoi insiste beaucoup Canguilhem, c'est notamment dans un article qui s'appelle « Une pédagogie de la guérison est-elle possible ?», sur le fait que lorsqu'on guérit, on n'est pas le même. Et on est transformé à la fois biologiquement, parce que les cellules, parce que les composants de notre corps ont changé, et surtout aussi humainement, parce que, alors évidemment, un rhume, moins, ça ne change pas grand-chose, mais dès qu'une maladie est une maladie relativement grave, elle nous implique que l'on va effectivement faire face différemment au monde qui nous entoure, aux vivants qui nous entourent. Et donc, selon lui, cette interruption dans le cours normal de la vie, c'est aussi un enrichissement d'une certaine manière. Bon, c'est la reprise au fond d'une idée aussi hippocratique, l'idée d'une crise qui interrompt le cursus et qui ensuite renforce d'une certaine manière. Et donc, alors, ce qu'il dit quand il dit la capacité d'être malade, c'est une preuve, dit-il, de la santé. De la santé parce qu'on peut risquer la maladie. Alors il dit même, il y a un passage intéressant qu'on doit trouver sur France Culture, c'est d'une conférence qu'il avait donnée sur l'idée de jeunesse. Qu'est-ce que c'est qu'être jeune, disait-il? C'est justement se mettre en danger, c'est risquer d'être malade. C'est pour ça que les jeunes vont fumer, vont se droguer, vont boire, etc. Parce qu'ils ont la possibilité de faire ça et que ça, ils testent un peu leurs limites. Bon, c'est des questions au fond d'ordalie, de choses comme ça, on essaie de se mettre en question. Donc la pleine santé, c'est la possibilité de se mettre en danger, c'est aussi la possibilité de faire craquer les normes. Il y a un passage très fameux où il explique que la hauteur à laquelle saute un animal, c'est déterminé par des tables. La hauteur à laquelle saute un humain, c'est déterminé par les résultats sportifs. Et donc, personne n'aurait jamais cru qu'on puisse courir le 100 mètres en tant de secondes, etc. Et donc, de ce point de vue-là, l'humain fait craquer tout cela et propose effectivement de nouvelles normes qui sont tout à fait différentes. Alors, s'agissant de la maladie, en revanche, quelquefois, ça peut être d'autres allures de vie qui sont des allures plus réduites, plus limitées. Bon, il s'inspire beaucoup là-dessus des travaux du philosophe et neurologue allemand Kurt Goldstein, qui a écrit beaucoup sur ces questions, la structure du comportement, etc., de l'organisme, et qui montre qu'effectivement les malades lésés du cerveau pendant la Première Guerre mondiale réorganisent leur environnement de manière à pouvoir avoir un environnement non catastrophique, etc. Et donc ça transforme, mais ça ajoute quelque chose d'une certaine manière, puisque ça transforme effectivement la vie avant et après. Alors quand on est malade, on n'est plus le même, même si on guérit, c'est bien ce que j'ai entendu, ça, on garde toujours trace de cette maladie, on est transformé par elle. Oui, c'est ce qu'il dit. Alors on est effectivement, c'est une formule qui revient souvent, il dit la maladie c'est une autre allure de la vie. C'est un terme quasiment équestre. Bon, il se servait de manuel d'équitation pour illustrer ça. C'est-à-dire qu'entre le trot et le galop, c'est un changement radical. C'est un changement radical. Et effectivement, le malade, tant qu'il est justement en santé et qu'il va faire quelque chose de cette maladie, peut s'en servir pour avancer, pour se transformer, etc. Et donc la maladie, c'est pas simplement
un défaut, c'est autre chose. Donc de ce point de vue-là, il s'oppose à tous les... En gros, son livre est écrit contre ce qu'on appelait au XIXe siècle le principe de Poussée, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une identité du normal et du pathologique aux variations quantitatives près, c'est-à-dire que la maladie c'est juste du plus ou du moins. Non, c'est autre chose. C'est une autre allure de la vie, c'est dans ce sens qu'elle nous enrichit, puisque ce n'est pas la même chose que juste du plus et du moins de la vie normale, alors qu'il s'agisse de la vie intellectuelle, puisque les exemples qui sont pris au XIXe siècle, notamment par Comte, Auguste Comte, etc., c'est les maladies mentales qui seraient juste du plus et du moins. Non, Canguilhem dit c'est autre chose, et idem pour les maladies organiques, évidemment. Alors Agnès Rademacher, vous avez souhaité, quand je vous ai dit, bon voilà, le programme est celui-là, sur quelle table ronde vous aimeriez vous positionner, vous avez pris cette table ronde, et je vous laisse dire pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai été opérée d'un cancer du sein, donc je suis passée justement par la maladie. J'ai eu une chimio, j'ai eu plusieurs opérations, et donc ce sujet m'a particulièrement interpellée parce que effectivement, la maladie est vécue comme une expérience en fait. À partir du moment où vous vous en relevez et finalement la vie continue. Hein. À partir de là, c'est vrai que la maladie n'est plus, comment dire, considérée comme comme un accident. Oui. Au contraire, c'est quelque chose qui vous enrichit et qui vous construit. Et en fait, c'est une expérience. Bien sûr, quand on la dépasse, une expérience au même titre qu'une autre expérience, qu'une expérience de la vie, que des rencontres, parce qu'en fait, une maladie, c'est aussi des rencontres. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est ce que je pense que ce qui est important, c'est que à partir du moment où on est, je pense, acteur de sa maladie, c'est ce qui est un des moteurs pour pouvoir justement la vivre comme une expérience. Ah oui. C'est vrai que de ce point de vue-là, Canguilhem, qui n'est pas un grand amateur de psychanalyse, s'en sert uniquement, ici notamment le livre du médecin Norbert Balin, qui s'appelle « Le médecin, son malade et sa maladie », sur l'idée que pour qu'un traitement soit efficace, qu'un médecin agisse correctement, il faut effectivement qu'il soit en négociation, en interaction avec le patient. C'est pas juste on lui annonce pas quelque chose et puis on s'en va, etc. Mais c'est quelque chose, comme il dit, une négociation, une pédagogie. Il parle de pédagogie de la guérison. C'est un très bel article où il explique effectivement comment on peut se dire guéri, pas guéri, qu'est-ce qu'on fait de la maladie. Quelquefois les choses sont compliquées. Par exemple, dans le cas des malades du sida qui avaient tous prévu de mourir, quand ça s'est arrêté, qu'on a pu survivre, il y a eu pas mal de troubles, enfin de gens qui n'ont pas réussi à s'adapter à cette nouvelle possibilité. Et donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il y a vraiment une... C'est là alors, c'est évidemment un peu théorique, parce que maintenant, c'est plus comme ça que ça se passe. Il n'y a plus le médecin et le malade. Il y a une équipe, il y a une institution, il y a des jeunes médecins pas très compétents. On me racontait l'autre jour l'histoire de quelqu'un qui était tellement paniqué, un interne qui paniquait tellement les gens. On a dit, oh stop, on ne le met plus au contact, il faut qu'il fasse de la recherche en biologie, parce que là, ça ne va pas du tout, etc. Mais c'est pour Canguilhem, c'est une sorte d'idéal type, comme on dit en philosophie, c'est-à-dire c'est un modèle de la relation qui devrait être préservé. C'est-à-dire que même, alors je ne sais pas si malheureusement, heureusement ça se passe comme ça. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est assez paradoxal. Autant les médecins sont là, ils vous écoutent, ils vous accompagnent. Et bon, moi dans mon cas, ça a été un petit peu comment dire, j'avais, une fois que le diagnostic avait été posé, après une première opération, je suis allée consulter d'autres chirurgiens, d'autres médecins, pour me faire en fait une certaine, justement pour comprendre cette maladie et pour savoir. Et là, à ce niveau-là, les médecins n'aiment pas trop. C'est-à-dire que c'est vrai que ils vous êtes partenaire, mais il ne faut pas non plus... mais ce qu'il y a, c'est que... Il y a un consensus de race sale, apparemment. Bon, enfin, on n'écoutera pas les médecins aussi. Hein. Non, mais je veux dire, effectivement, c'est eux qui ont... Et ça, je veux dire, humblement, je le dis, c'est eux qui ont la connaissance, c'est eux qui ont... Mais je crois que le malade a en lui une... comment dire...
une expertise. Un peu comme les hirondelles, hein, je veux dire, elles apprennent pas à voler, hein, elles font la traversée l'hiver, la traversée de l'océan. Je pense que c'est un peu pareil, c'est qu'on a un sonar, en fait, chacun d'entre nous a un sonar en soi, et si c'est l'écouter, il sait aussi qu'est-ce qui est bon pour lui et est-ce que le malade peut savoir ce qui est bon pour lui alors qu'il est dans une position de vulnérabilité? Chez les médecins grecs hippocratiques, il y a l'idée du médecin de soi-même. Et l'idée, chez Galien ou certains autres, ce serait de dire qu'au fond, à partir d'un certain âge, disons 25 ans, tout le monde devrait pouvoir théoriquement être le médecin de soi-même parce qu'il se connaît mieux que personne, etc. Alors c'est évidemment là une utopie, mais ça veut dire qu'il ne faut pas effacer le témoignage propre du malade. Et je crois que, alors c'est assez amusant parce que justement une des élèves de Canguilhem avait fait une thèse sur cette question du médecin de soi-même, c'est dire l'intérêt qu'il y portait parce que effectivement c'est un témoignage sur la plus grande proximité, le plus proche de la maladie, c'est le malade et c'est lui qui sait d'une certaine manière. Alors les choses se compliquent parce que j'ai vu là récemment il y a un site internet deuxièmeavis.com, donc on envoie son dossier, on a un avis, c'est évidemment absurde, enfin je comprends là que les médecins soient mécontents, mais aller voir un autre médecin, ça me semble être ça fait partie du deal, enfin ça fait partie, c'est-à-dire que comme on prend des avis, ça me semble, enfin ça c'est normal. Multiplier les diagnostics, effectivement, aller voir sur les forums, etc. Ça c'est une pratique courante, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, souvent même le patient peut arriver chez le médecin en lui disant voilà ce que j'ai et puis ce qui est à prescrire. Dans ce qu'on a évoqué avec Agnès et vous-même, hein, en fait il y avait cette idée de la relation du médecin au patient. Il y a à la fois de l'expertise du patient, et peut-être sa capacité, son autonomie pour pouvoir dire ce qu'il lui faudrait. Est-ce que c'est possible alors qu'on est dans la vulnérabilité? Est-ce qu'on peut être vraiment dans l'autonomie de jugement Alors bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs questions de ce point de vue-là, sur la vulnérabilité, l'autonomie, etc. Moi je dirais que Canguilhem, contrairement à beaucoup de gens qui aujourd'hui parlent de philosophie du soin, de l'importance du soin, Canguilhem n'est pas du tout de ce côté-là. Il est du côté de la médecine à l'ancienne, si je puis dire, qui est une médecine du cure, hein. Il s'agit de guérir. Le médecin doit s'occuper de guérir. Alors si en plus il est humain, tant mieux. Mais le but, c'est vraiment la guérison. Et donc de ce point de vue-là, je dirais que les tentatives qu'on fait aussi quelquefois de tirer Canguilhem vers le soin, non, parce que Canguilhem, c'est vraiment un scientiste, si on veut, ou un médecin à l'ancienne. Pour lui, le médecin lutte de toutes ses forces contre la maladie, il doit empêcher la mort, etc. Et d'où aussi son hostilité à ce que le médecin s'embarque trop facilement dans des questions d'euthanasie ou des choses comme ça. Donc il y a effectivement cet aspect-là, vulnérabilité. Et par contre, alors c'est vrai que la question de l'expertise et de l'autonomie, il me semble, moi personnellement, totalement absurde, et je pense que je trouverai des textes de Canguilhem dans le même sens, pour dire qu'effectivement, un patient n'est pas autonome face à son médecin. C'est pas contrairement à ce que disent certains auteurs américains, c'est pas comme d'aller acheter des pneus pour une voiture. Hein, c'est beaucoup plus différent. C'est très différent. On est mal, on est angoissé, sa vie dépend de quelqu'un d'autre. Il y a une énorme hiatus dans le savoir d'un côté et de l'autre. Bon, on ne sait pas très bien, c'est pas parce qu'on a regardé sur Internet, bon, en général il vaut mieux pas regarder parce qu'on ramasse le pire hein, sur Internet, mais c'est pas ça qui est important. L'idée d'autonomie, ça voudrait dire qu'on est tout à fait capable de décider soi-même. Il y a énormément de cas où on n'est pas autonome, et donc là, où on n'est pas conscient, où on est gâteux, on est fatigué, etc. Et puis, de toute façon, la relation médicale est une relation fortement asymétrique. Alors, la réponse traditionnelle, bon, aujourd'hui, elle est très mal vue, mais moi, je suis un petit peu réticent à c'est l'idée paternaliste, c'est-à-dire l'idée que le médecin se comporte Alors, ça dépend, parce qu'il y a effectivement des médecins qui disent « Bon, ben, je vais le faire pour vous, qui explique rien du tout, qui décide à la place de tout le monde. » Mais en même temps, un médecin bienveillant, je dirais, alors il y a des gens comme Pellegrino, par exemple, ou d'autres qui parlent de ça, c'est un médecin, effectivement, qui sait prendre en compte le fait que c'est pas une relation capitalistique, c'est pas un échange sur le marché, hein, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Alors, on pourrait se dire ça, mais ça me semble une aberration. Et un médecin qui traiterait, ça existe, hein, qui font telle ou telle opération d'enhancement à la chaîne et qui mettent leur argent en Suisse ensuite. J'en vois un, hein, bon, je suis ministre même. Mais bon, c'est pas un médecin, ça. C'est pas un médecin. D'une certaine manière, il contredit l'idéal du médecin. Il me semble que l'idéal du médecin, c'est de faire preuve
d'un minimum d'humanité. Mais j'ai l'impression quand même que la plupart des médecins savent qu'ils ont des responsabilités particulières à l'égard de leurs patients. Alors, je dirais que de ce point de vue-là, et ça c'est aussi une autre critique que je ferai peut-être aux guidelines, aux recommandations de la haute autorité de santé, etc., il y a une tendance à déresponsabiliser, à mon avis, le médecin, en disant bah non, moi j'ai fait ça parce que c'était dans les recommandations de la haute autorité de santé. Mais oui, mais si le patient, sa famille, etc., voulait autre chose, ça me semble un peu compliqué. Donc moi je trouve que la position de Canguilhem, même si, alors effectivement il y a beaucoup d'objections liées à l'évolution de la médecine depuis, médecine préventive ou prédictive, médecine sociale, médecine de masse, si je puis dire, mais il me semble que ça devrait rester l'idéal pour le médecin et pour le patient. C'est-à-dire que le patient aussi ne doit pas considérer le médecin comme un fournisseur de services. Bon, la moindre des choses, c'est de le considérer comme un associé, quelqu'un qui travaille avec vous dans le but de sortir de ce mauvais pas, de cette expérience particulière qu'est la maladie. Et il me semble que de soins... Alors, j'imagine, je sais pas, parce que j'imagine que beaucoup de médecins sont face à des patients qui arrivent et qui disent « Voilà, bon, j'ai A ou B, c'est sur Internet, donnez-moi tel traitement, et sinon, je change de médecin et je vous paye pas. » ou je... Bon, alors là, ça ne va pas non plus, parce qu'effectivement, c'est une profession très particulière, très particulière, qui a repris beaucoup de choses de professions antérieures autour du soin, etc. Mais c'est autre chose. Alors, je me demandais aussi, est-ce qu'on peut transposer au champ de la psychanalyse, de la psychologie, les théories de Canguilhem, sur la question du normal et du pathologique? Alors, sur la psychologie, c'est un peu compliqué parce que Canguilhem détestait les psychologues. En général, il est traité, il y a un texte fameux qui a bercé tous les 68 arts dans la salle, qui s'appelait « Qu'est-ce que la psychologie ?» et qui se terminait par un conseil d'orientation. Il disait « Lorsqu'on sort de la Sorbonne par la rue Saint-Jacques, c'est-à-dire l'endroit où était l'Institut de psychologie, soit il y a peu de chance, on monte vers le Panthéon, soit plus sûrement, on descend vers la préfecture de police. » Et donc, en gros, alors Lacan a rajouté « C'est une glissade de toboggan vers la préfecture de police. » Bon, donc il est vraiment... il est très hostile à la psychologie pour des raisons, à mon avis, surtout éthiques. C'est-à-dire que pour lui, les psychologues, en tout cas la plupart des psychologues, il met pas les psychanalystes dans le même sac, mais les psychologues, en gros, expliquent l'homme comme le résultat de réflexes, ou comme une chose. En tout cas, les psychologues font de l'homme une chose, et donc ils ont une fonction essentiellement normalisatrice. Bon, il s'en prend à la psychologie sociale, à la psychologie scolaire, etc. Alors, par ailleurs, ça ne répond... Donc je dis... en gros, les psychologues, c'est toujours le psychologie, c'est une catastrophe. Il est très hostile depuis les tout premiers textes. Il a 20 ans, il commence à écrire là-dessus, et il écrit là-dessus jusqu'à la fin de ses jours. Donc, mais, alors, par ailleurs, s'agissant de la psychanalyse, il ne s'est jamais vraiment expliqué avec ça, mais évidemment, la psychanalyse, dit-il, au fond, les psychiatres et les psychanalystes, ce sont les seuls avant lui qui se sont un peu posé la question de qu'est-ce que c'est qu'être normal, etc. Et donc là, il essaie de passer en revue ses réponses. Je vous dis, il a exercé, alors, dans le premier tome des œuvres complètes, dans le deuxième tome là, qui vient de paraître, il nous avait donné un psychiatre ami et à moi, quand on l'avait visité, une observation psychiatrique qu'il avait faite à l'hôpital de Saint-Alban pendant la guerre, lorsqu'il s'était réfugié dans cet hôpital. Alors c'est très étonnant, je vous conseille de le lire, parce que c'est une vieille femme qui est sans doute démente sénile, comme on disait à l'époque, et à propos de cette vieille femme, il cite Descartes, Malebranche, Spinoza, sur la conscience, etc. C'est un texte assez hallucinant, mais je pense qu'il a quand même une connaissance relativement proche, disons, du milieu psychiatrique, et effectivement, de ce point de vue-là, alors, la difficulté, c'est évidemment qu'il n'y a pas d'appel du malade dans ce cas-là, c'est-à-dire que il y a beaucoup de maladies mentales, un certain nombre de maladies mentales où il n'y a pas la conscience de la maladie, et donc là, c'est une objection sérieuse, mais à laquelle il ne répond pas vraiment, à mon avis. Et j'aimerais qu'on s'attarde juste quelques minutes sur la figure, alors j'ai dit avec mes propres mots, mais la figure du monstre. J'ai trouvé la forme vivante manquée, de la figure du monstre. Comment lui l'analyse, parce qu'il y a quelque chose, quand il parle de sa formidable capacité à vivre, à s'adapter pour vivre, alors qu'elle aurait dû mourir, je trouve qu'il y a là quelque chose d'intéressant aussi à amener au débat et à la connaissance de tous.
il a écrit plusieurs dans le Normal et il a écrit un autre article sur cette question et c'est un sujet qui le passionnait. D'abord, il y a l'idée que le monstre a un côté mythique et qu'il montre très bien qu'au Moyen-Âge en particulier, il y a toute une espèce d'association religieuse, mythique, mythologique autour du monstre et que le monstre, même au XIXe siècle, alors c'est là-dessus qu'il s'intéresse, c'est à ça qu'il s'intéresse surtout, c'est la tératologie, c'est-à-dire la science des monstres qui apparaît avec Geoffroy Saint-Hilaire au XIXe siècle, avec la tératogénèse au début du XXe siècle, comment fabriquer des monstres à partir d'oursins, de tel type de vivant. Et là, quand il aime, alors dit effectivement le monstre dans les laboratoires, c'est comme le fou dans les asiles, c'est effectivement l'autre, hein, l'autre radical d'une certaine manière. Mais pour lui, effectivement, le monstre, il n'y a pas de monstre biologique. Enfin, le vivant, il est ce qu'il doit être. C'est juste du point de vue des lois de la biologie qu'on va dire celui-là, il a un bras en trop, un bras en moins, etc. Mais à la rigueur, bon, effectivement, dans un autre monde, dans un autre type d'environnement, peut-être que cette monstruosité pourrait être l'annonce d'autre chose. Et alors là, effectivement, il fait référence, on en parlait tout à l'heure, à Darwin et à des expériences sur les papillons, etc., qui montrent que, au fond, le vivant, produisant d'une manière très profuse des formes très diverses, se prémunit d'un changement radical du milieu. Effectivement, on peut imaginer que certaines maladies, par exemple, permettraient des voyages dans l'espace d'une manière beaucoup plus facile, effectivement, etc. Donc, selon lui, il n'y a pas de monstre en soi. Alors, la question qui se pose, c'est effectivement la question de comment vivre avec une différence. Hein. Donc, alors, c'est pour ça, effectivement, je vous disais que les disability studies citent beaucoup Canguilhem, parce qu'en fait, il explique qu'au fond, ça dépend du métier, par exemple. Bon, si vous n'êtes plus capable de courir le 100 mètres très rapidement, bon, c'est gênant si vous êtes coureur à pied ou policier, CRS, quelque chose comme ça. Bon, pour un prof de philo, c'est pas dramatique. Hein. Bon, voilà. Bon, mais en revanche, si vous n'arrivez plus à lire, c'est plus compliqué. Et donc, il y a vraiment l'idée qui est assez présente chez Canguilhem, qu'il faudrait évaluer effectivement ces handicaps, c'est ce que faisait son élève d'Agonic. Évaluer le coût d'une vie diminuée, essayer de voir effectivement si la société peut rattraper, et surtout si elle peut le rattraper du point de vue de l'organisation sociale, c'est-à-dire comment rendre les salles accessibles, comment sous-titrer les films pour ceux qui ne les entendent pas, etc. Et donc de ce point de vue, alors les partisans les plus enthousiastes et les plus radicaux des disability studies disent il n'y a pas de handicap. Bon, ça me semble un peu excessif quand même. Il y a des situations compliquées quand même. Il y a une jeune femme qui a fait une très belle thèse sur cette question, qui est très handicapée. C'est compliqué, ne serait-ce que pour se procurer des livres, pour écrire sa thèse, ça a été extrêmement compliqué, mais elle a réussi à le faire, sauf qu'il a fallu qu'il y ait 10 jeunes qui travaillent avec elle, qu'elle loge dans l'école normale, qu'elle soit, etc. Mais ça peut se faire, mais on ne peut pas dire non plus que c'est rien. Et donc, souvent, les gens qui font des disability studies égalent ça avec les women studies, les lesbian studies. Non, pitié, il y a quand même il faut raison garder. C'est pas la peine, c'est pas aussi grave d'être, je sais pas, lesbien, homosexuel, etc., que d'avoir une très grave maladie myopathique, etc. Bon, il faut quand même, ça a un côté un petit peu là choquant, je dirais. Bon. Gardez le sens de la mesure. Alors, parmi les tests donc, que vous m'aviez envoyé, que j'ai trouvé, j'ai picoré quelques phrases par-ci par-là sur cette figure du monstre. Alors ça, c'est Canguilhem qui l'écrit. Le monstre est presque toujours mort-né. Et donc, comment qualifier l'échec ce qui survit? Moi, je trouve très puissante ces phrases. Finalement, il lui donne c'est une contre-valeur, c'est une force. Oui, ça, c'est le degré le pire, si vous voulez. Micro. Le pire degré des variétés. Donc, il reprend la classification que faisait Geoffroy Saint-Hilaire. Donc, il y a les variétés, les différences, etc. Et le plus grave niveau, c'est effectivement le monstre mort-né. Alors là, effectivement, c'est d'une certaine manière un échec du vivant. Là. Très bien. Alors, il est... 12h30, donc nous allons pouvoir passer une fois de plus dans les rangs pour vous donner la parole, si vous souhaitez poser des questions à Jean-François Blanchard ou alors à Nesrat Machi. J'en ai une. C'est pas branché. Israël Lisan. Oui. J'ai une question pour revenir sur cette question de l'autonomie du patient et de l'autonomie du médecin.
On vit dans une société où de plus en plus les soins coûtent énormément et l'autorité, l'État, se défend contre ces coûts qu'il pourrait ne plus pouvoir assumer en reculant et en coupant, si j'ose dire, un tout petit peu les ailes à l'autonomie des médecins en leur disant non, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous auriez eu besoin de faire pour ces patients-là, et donc vous êtes limité dans votre capacité des soins, pas seulement limité dans la capacité de remboursement, mais limité dans la capacité des soins. Est-ce que d'une certaine manière, la confiance qui était adressée aux médecins parce qu'on considérait qu'il avait une certaine autonomie et qu'il était libre de ses mouvements pour soigner son patient comme il le voulait, est-ce que cette confiance peut encore persister si le patient imagine, avec plus ou moins de véracité, que le médecin pourrait ne pas soigner que son patient, mais aussi les comptes de la sécurité sociale? Très très bonne question, effectivement. D'autant qu'on peut s'inquiéter. Moi, je vois un collègue agrégé de philo, membre du comité d'éthique, qui disait il y a quelques temps, il va bien falloir qu'on se pose la question entre un vieillard de 80 ans très affaibli et un jeune, s'il n'y a qu'une machine pour soigner l'un ou l'autre, on va évidemment se débarrasser des vieux. Il y a des tas de bouquins qui insistent sur le fait que, bizarrement, il y a beaucoup de morts le week-end dans les hôpitaux. Le chef de service de gérontologie à la Timone à Marseille qui a écrit un bouquin assez effrayant là-dessus. C'est vrai que c'est un vrai problème. Et les normes de plus en plus fortes qui s'exercent, y compris sur les médecins généralistes, avec l'obligation de ne pas trop prescrire, etc., ou de prescrire de telle ou telle manière, c'est effectivement quelque chose d'assez inquiétant. De ce point de vue-là, c'est vrai que une des principales objections à cette relation médecin-patient, c'est qu'il y a derrière le tiers payant. Et donc c'est ça. Alors, que ce soit Dagonier ou Canguilhem, ils ont tous les deux vu que ça a commencé à se mettre en place. Bon, c'est une vieille histoire, ça date après la Seconde Guerre mondiale en Angleterre, le Beveridge, etc. Mais c'est quelque chose d'assez inquiétant. Il y a aussi l'idée, on parlait tout à l'heure de Engelhardt, il faudrait aussi se dire, bon, est-ce qu'on ne devrait pas afficher sur la plaque des médecins, Monsieur X, favorable à l'euthanasie pour les soins intensifs et soigne, etc. Parce qu'effectivement, il y a peut-être un risque. Et effectivement, c'est une question que l'on peut se poser. Et il arrive maintenant qu'on arrive quelque part, on dit, nous, notre position sur ceci, c'est ça, l'euthanasie, les soins palliatifs, etc. Donc c'est vrai que je dirais que le verre est un peu dans le fruit de ce côté-là, effectivement. Alors là aussi, c'est pareil, c'est des choix sociaux. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien gaspiller un peu moins pour... je ne sais pas, pour saccager l'école et un peu plus pour soigner les patients. Oui, monsieur, et puis monsieur. Oui, Alain Guédon, j'étais jusqu'à récemment patron de l'innovation à l'Institut Pasteur. Tu rappelles, Jean-François, que Canguilhem n'aimait pas les psychologues et qu'il pensait qu'ils nous prenaient pour des objets. Les sociologues font la même chose, puisqu'ils nous mettent dans des classes sociales et puis ils nous déterminent en fonction de la manière dont la société... Donc qu'est-ce qui nous reste pour qu'on redevienne des sujets? Quelles sont les possibilités pour nous d'être vus comme des sujets, pour nous comprendre? Je pense en particulier aux monstres. Et je pense en particulier aux nazis et aux djihadistes aujourd'hui. Alors là, c'est beaucoup de questions, dont une très énorme pour vous tout seul. Pour ce qui est de la sociologie, je dirais qu'Anglais est moins radical. Il dit il y a des sociologues qui sont intéressants, et le critère, c'est ceux qui conservent l'exigence de valeur, c'est-à-dire ceux qui ne considèrent pas les faits sociaux comme des faits, comme des choses, c'est-à-dire Durkheim, mais ceux qui considèrent les faits sociaux comme des valeurs. Ils pensent à Albax, à Max Weber, des gens comme ça. Donc le critère, je dirais, c'est on ne se meut pas, on ne vit pas dans un monde de faits, on vit dans un monde de valeurs. Et donc si on vit dans un monde de valeurs, il est toujours possible de choisir, il est toujours possible de dire non, je ne veux pas cela parce que, etc. Alors c'est plus ou moins facile, et effectivement, lorsque vous êtes dans le coma, en urgence, etc., ça ne va pas être évident. Lorsque vous êtes dépourvu de moyens sociaux, intellectuels, ou que vous êtes submergé par la douleur, la tristesse, etc., vous ne pouvez pas toujours réagir. Mais effectivement, il faut au moins se dire « j'aurais dû le faire ». Il me semble que de ce point de vue-là, c'est l'exigence de la valeur. Je dirais, c'est pour ça... Enfin,
Moi, ce qui me plaît chez Canguilhem, enfin, ce qui m'a interpellé tout de suite chez Canguilhem, c'est qu'effectivement, en 1943, beaucoup de philosophes qui avaient beau être des rationalistes, etc., ils n'hésitaient pas à continuer à faire cours, voire même à dénoncer leurs camarades juifs, etc. Canguilhem, immédiatement, s'est mis en congé de l'enseignement pour, dit-il, je n'ai pas passé l'agrégation de philosophie pour enseigner travail, famille, patrie. Donc il a mis ses actes en accord avec ses idées. Donc de ce point de vue, je pense que sa vie, si je puis dire, son exemple peut rester comme une sorte de modèle. Effectivement, l'université pour lui, il était complètement effondré, semble-t-il, par 68, parce que c'était la fin des valeurs de l'école républicaine, permettant à un fils de tailleur et de paysan comme lui d'arriver à Normal Sup, d'être professeur à la Sorbonne, etc., et de transmettre, de travailler, de transmettre des choses. Et donc ça, voilà, ce qui nous reste, c'est peut-être des exemples comme ça. Alors, un autre point intéressant, et puis puisque je suis à Strasbourg, j'en profite, c'est qu'il a écrit beaucoup sur son ami Jean Cavaillès, qui était un grand logicien fusillé par les nazis, et Canguilhem n'a jamais écrit un seul mot sur sa propre résistance, parce qu'il trouvait que si on a survécu, dit-il, il faut se dire qu'on a sans doute fait moins qu'eux, et il a beaucoup écrit sur son ami Cavaillès. Je l'ai rencontré à cette occasion quand il a voulu remettre en action, si je puis dire, cette société des amis de Jean Cavaillès, parce que pour lui, c'était un exemple justement de refus de la soumission aux faits, de refus de la démission d'une certaine manière. Mais bon, il n'y a pas une corporation pour ça, il y a des sociologues corrects, et puis il y a des philosophes qui ne marchent pas. Monsieur ? Je voulais faire deux remarques. Un, la plainte, c'est pas un symptôme. La plainte, c'est une crainte de quelqu'un qui se croit malade. Le symptôme, c'est quelque chose, donc c'est subjectif. Alors que c'est un vécu. Alors que la réalité, le symptôme, c'est un constat objectif. Deuxièmement, quand vous dites les guidelines, etc., il y a toute les consensus, les evidence-based medicine, etc., donnent des points de repère. Ils ne donnent pas des ordres. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais un ordinateur pour traiter quelqu'un, parce que l'ordinateur ne peut recracher que ce qui est déjà dedans. Or, le rôle du médecin, c'est d'abord de faire un diagnostic avant de traiter. Et si possible, de remonter à la source et de faire un traitement étiologique et pas symptomatique. Or, les guidelines n'exonèrent pas ce travail du médecin. Pourtant, la modernité lui coupe les ailes et lui refuse le temps pour faire ce constat. Et donc, il se réfugie sur du réflexe, sur du tout disponible, qui ordonne qui oblige presque sous forme de malpractice, si on ne le fait pas, la suite à donner. Alors que justement, la raison, prendre le temps, donc pour citer Kahneman avec pensée 1 et pensée 2, réflexe et raison, c'était le rôle du médecin. Est-ce que c'est vraiment ce cas-là, ou est-ce que c'est une variante de quelque chose de moins grave, etc. Merci à vous. Alors, est-ce que vous voulez répondre, Jean-François Bochten, ou c'est plutôt je suis plutôt votre avis que je partage. Effectivement, la question, c'est la question du temps, tout simplement. C'est la question des conditions d'exercice de la médecine. Simplement, l'existence de ce genre de guidelines. Alors, je ne vais pas parler de médecine parce que je ne connais pas, je connais pas bien, mais dans l'université, maintenant, il y a aussi des guides pour nous dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. C'est évidemment une tendance à nous déresponsabiliser totalement. En général. En général. Alors qu'on s'occupe d'un patient en particulier. Alors, il y a madame, monsieur et madame. Et madame. Ok, très bien. Bonjour, Michel Deisser. Je voudrais revenir sur l'histoire de l'autonomie. La relation médecin-malade, c'est une tension entre deux autonomies. Mais dans ce que vous avez dit, je voudrais relever effectivement ce que Canguilhem me semble dire de manière très pertinente, c'est que l'autonomie du médecin, c'est de s'appuyer sur les faits. C'est le savoir et le pouvoir du médecin. Il dit ça dans un dialogue radiophonique sur la fin de vie. Et l'autonomie du malade, c'est ses valeurs. Et qu'est-ce que c'est ces valeurs? C'est, du point de vue médical, comprendre ce que le malade attend des soins et des traitements. Et je pense que quand on part avec ce regard-là, on peut rentrer dans une relation vraiment partenariale.
Parce que c'est à chacun d'expliciter et de faire accoucher, en fait, ce qu'il veut dire, le médecin sur son savoir et son pouvoir, qui existe quand même, parce qu'il a une expertise, et le patient de ce qu'il attend, et éventuellement de son évolution. Parce que moi, je suis toujours frappée par le fait que l'autonomie est revendiquée. Mais elle ne peut pas se concevoir, à mon avis, dans la relation médecin-malade, autrement que par un partenariat où on arrive à un consensus. C'est une négociation. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire comme remarque. Merci, monsieur. Monsieur, vous avez, à mon avis, vous n'avez pas tout à fait répondu à la question qui a été posée par ce monsieur qui est devant moi, qui est psychologue, je crois. Hein, c'est ça? Voilà. Vous avez replacé Canguilhem dans son contexte historique en disant qu'il ne s'était pas soumis au régime de Vichy, au régime donc imité du national-socialisme. Mais vous n'avez pas été au fond en ce sens que vous n'avez pas répondu à la question nazi et djihadiste. Bien sûr. Exact, bien sûr. C'est un peu grand pour moi. Alors, ma question, je simplifie alors. Ma question serait, est-ce que les maladies mentales, restons dans les maladies mentales, pas corporelles, ne sont pas contagieuses? Est-ce qu'on ne peut pas transmettre une maladie mentale à certains membres d'une population ou à toute une population? Est-ce que la normale ne peut pas devenir la norme et ne peut pas devenir même un idéal? Cela me semble être la forme suprême du totalitarisme et je pense que Hitler avait réussi à ça. Pour la question de l'autonomie, d'abord, je voulais dire que je suis entièrement d'accord avec vous. C'est effectivement, Canguilhem n'est pas du tout dans une critique du savoir-pouvoir du médecin, qu'il, au contraire, il respecte très, très hautement. Enfin, il admire beaucoup les grands médecins classiques du 19e. Et effectivement, comme vous dites, alors je crois même qu'il emploie quasiment l'image de l'accouchement, hein, de faire accoucher comme ça de la relation, avec des valeurs. Effectivement, les valeurs du médecin, c'est la science et l'humanité aussi. C'est les valeurs hippocratiques, hein, d'une certaine manière, et c'est vrai que c'est la plus vieille morale du monde, ce qu'on fait souvent remarquer. Les stoïciens, les épicuriens n'existaient pas, il y avait déjà le serment d'Hippocrate, même s'il a un peu changé sous la forme, mais il y avait quand même des valeurs de ce point de vue-là. Et du côté du malade, effectivement, il y a des valeurs qui sont celles du choix de vie qui est le sien, quel type de vie je veux mener, etc. Bon, ça c'est tout à fait le cas. Alors, s'agissant des djihadistes et des nazis, je dirais que, bon, c'est une maladie très, très mais c'est vrai que c'est une maladie contagieuse. Je vous parlais de cette histoire d'amputomanie qui est encore plus délirante, si je puis dire, que les... Enfin, les djihadistes sont des sortes d'amputomanes sur les voisins, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a effectivement une espèce de... je crois que lorsqu'on offre effectivement des possibilités de vie, il y a des gens qui se jettent sur ces possibilités de vie s'ils ne sont pas satisfaits de leur vie habituelle. Bon, je vous dis, j'ai l'impression d'être un archéo républicain, mais si à l'école on apprenait un peu d'histoire, un peu de français, un peu de maths, etc., peut-être que ça serait intéressant et qu'il y a des gamins qui pourraient s'intéresser à ça et rêver d'être plutôt prix Nobel de biologie que égorgeur à l'angle de la rue. C'est vrai. Et je pense qu'il y a effectivement une force d'entraînement. Alors là-dessus, sur cette question de l'épidémie, il y a quelque chose, par exemple, cette histoire de transsexualisme. Bon, c'est une vraie question, par exemple. Depuis qu'on dit, bon, bah, ok, on peut changer de sexe à volonté, etc., il y a plein de gens, tout le monde veut changer de sexe. Alors que une grande spécialiste comme Colette Chilan, qui travaille là-dessus depuis des décennies, vous dit, c'est pas satisfaisant, c'est pas ça le problème. Après, on a effectivement un sexe en moins ou en plus, mais on est toujours aussi mal, sauf qu'on a été mutilé de manière irréversible. Donc, et là, c'est effectivement une espèce d'épidémie, effectivement, une épidémie qui est sans doute, alors on parlait tout à l'heure des médias modernes, etc., qui augmente ça. Je dis, c'est vrai que je pense que l'idée de hacking, l'amputomanie, c'est la première maladie sur Internet. On pourrait dire que l'État islamique, c'est la deuxième. C'est qu'effectivement, c'est la vision de ces trucs d'horreur, etc., qui vont fasciner, aspirer comme ça toute une partie de la jeunesse qui n'a pas d'idéal autre. Angèle Libye. Angèle Libye, auteure d'Une larme m'a sauvée. J'étais très malade, j'ai combattu ma maladie, j'étais même perdue pour les médecins.
Et après plusieurs années, Dans le coma, hein, j'ai oui, rappelé dans je le suis coma. revenue comme je suis maintenant, avec... c'était vraiment un gros combat. Et je voulais savoir si ça pouvait être aussi génétique. Le fait de pouvoir revenir, si ça pouvait venir des gènes aussi. Alors, il faut expliquer aussi que durant votre coma, vous ressentiez tout. En fait, vous ne pouvez pas bouger, mais vous ressentiez tout. Hein. Oui. Voilà. Oui, j'étais vraiment perdue pour la médecine. On avait fait les 2 électroencéphalogrammes. Tout était plat. Plus rien ne fonctionnait. On voulait même... mon mari a fait les démarches pour mon enterrement. On voulait les brancher. Et donc, si malgré tout on s'en sort après tout cela, est-ce que ça pouvait être aussi génétique? Voilà ma question. Je vais vous poser cette question. Oui, Merci. je pense que là-dessus, ce serait plutôt un médecin qui pourrait vous répondre, comme Israël Nizam. En revanche, ça illustre effectivement l'idée d'un principe de précaution. Hein. Il faut quand même voir que le cas n'est pas tout à fait isolé. Il y a d'autres cas de cet ordre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? C'est une vraie question. Ça pose évidemment la question de la définition des nouvelles définitions de la mort cérébrale, qu'est-ce que c'est, etc. Il y a beaucoup de travaux là-dessus. Bon, mais je ne suis pas spécialiste, et évidemment Canguilhem, puisque je sais que Canguilhem n'a pas traité, à ma connaissance, de ces questions. Par contre, pour ce qui est de la résistance génétique ou pas, je pense qu'il y a sans doute quelque chose de cet ordre, et puis aussi une volonté de vivre, une énergie qu'on voit aujourd'hui. Alors, il y a une réponse? Non, c'est difficile, là, madame. Parce que chaque cas est particulier, mais je pense que ce qui sépare véritablement les humains les uns par rapport aux autres, c'est la volonté de vivre. Il y en a qui savent très bien que s'ils étaient sous un tas de gravats après un tremblement de terre, ils se laisseraient mourir. Et il y en a d'autres qui vont lutter jusqu'à la dernière seconde. Ça, j'allais dire, ça fait partie de notre rucksack à chacun d'entre nous. On est très différents les uns des autres quant à la volonté de vivre ou de survivre en cas de coup dur. Et peut-être que ces différences-là pourraient s'expliquer de manière génétique. Mais en tout cas, on est loin d'avoir la réponse à votre question. Madame. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le débat, les échanges, et je suis venue, à vrai dire, ici parce que j'ai lu le titre « Pouvoir tomber malade et s'en relever, un luxe biologique ». Et j'aimerais témoigner de ma propre expérience d'être tombée malade à l'âge de 20 ans, après avoir pris du THC, du cannabis. J'ai eu une bouffée délirante paranoïaque. Et j'ai été soignée en psychiatrie avec des lourds traitements, avec des méthodes un peu, autoritaires, un peu paternalistes. Et je m'en suis sortie. 10 ans plus tard, j'ai redécompensé parce que quand on est post-ado, on continue de fumer du cannabis. Donc j'ai rechuté. Je suis de nouveau tombée malade. Et je m'en suis sortie, et toujours avec la psychiatrie. Et là, en 2014, j'ai eu une nouvelle décompensation qui est, à vrai dire, le reflet d'une folie collective. Parce que le déclencheur de ma décompensation a été une violation de ma vie privée à travers des réseaux sociaux, à travers des calomnies, des colibets, le phénomène de la star anonyme, d'Eva dans ceci et d'Eva dans cela, sans parler de Jean Cyril, etc. Des conneries, une débilité ambiante. J'ai décompensé de nouveau, j'ai été de nouveau internée en psychiatrie, et avec des traitements très lourds, hein, camisole chimique, contingence, isolement, sans parler de l'environnement difficile avec des psychopathes qui devaient purger une peine de prison et qui étaient aussi dans un service fermé à côté de moi. Ça a été pour moi une très lourde expérience et je m'en suis sortie. Et donc je réponds au sujet « Pouvoir tomber malade et s'en relever, un luxe biologique ». Mon luxe est d'aimer la vie, d'aimer par-dessus tout, et de suivre une thérapie positive, une thérapie de l'amour, et de m'aimer d'abord moi-même. Ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été le soutien d'un psychiatre psychothérapeute qui m'a suivi 2 fois par semaine et qui m'a allégé et délesté des lourds traitements psychotropes que les médecins hospitaliers m'avaient infligés. Donc déjà là maintenant je ne prends quasiment plus de médicaments et j'arrive à discerner, j'arrive à avoir une certaine clairvoyance d'esprit
grâce à la méditation, grâce à l'observation des autres et ma propre observation intérieure. Et c'est pour moi une victoire. Et je suis une résistance victorieuse, je peux le dire, parce que j'ai réussi à passer à travers les mailles de ces filets de la folie collective. Et pour moi, c'est une grande victoire. Notamment, juste deux mots. C'est la règle du jeu entre nous. Oui. Jamais plus d'une minute et on ne parle pas de son cas. D'accord. Voilà. Excusez-moi, je suis l'exception qui confirme la règle. Voilà. Alors. Toujours est-il que j'ai gagné le combat de la vie et la thérapie positive peut vraiment aider à s'aimer soi-même et à aimer les autres. Alors en fait, disons qu'on ne peut pas faire des consultations comme ça privées un peu. Oui, vous souhaitez commenter? Non, je vous remercie de ce témoignage qui est tout à fait encourageant pour ceux qui traversent les mêmes épreuves que vous. C'est vrai. Comme pour celui de Madame Lévy d'ailleurs. Oui, alors on vous écoute, l'ISEG. Laura Delarue, alors, étudiante à l'ISEG, donc qui vient apporter des questions qui sont travaillées avec d'autres étudiants de l'ISEG. Merci. Bonjour à tous. Donc moi j'avais une question concernant le luxe. On sait qu'il est caractérisé par sa rareté. Et donc pensez-vous qu'avec les problèmes médicaux, se relever d'une maladie restera toujours un luxe dans le futur pour les gens? Se relever d'un problème, c'est bon? Oui, ok, très bien. L'idée, c'est qu'effectivement, tant qu'on peut tomber malade, c'est qu'on est encore en bonne santé. Lorsque, effectivement, cette maladie ne peut plus arriver, voilà, on a perdu ce luxe. Le luxe, c'est les possibilités de remettre que sa vie soit remise en question plusieurs fois et d'arriver à y faire face. Alors, luxe, le terme est peut-être effectivement un petit peu... Là, Nadia Aubin a choisi une formule qui est un peu problématique parce que ça donne un côté clinquant, alors qu'évidemment c'est pas du tout ça, c'est plutôt, je dirais, un excès, une possibilité en plus, etc. Plutôt qu'un luxe, bon, ça a un côté un petit peu, évidemment, superflu, ce qui n'est pas le cas, je crois. Non, ce n'est pas le cas. Je vais m'arroger la dernière question. On est dans une période où il y a une certaine relativité des différentes informations médicales qui arrivent et également des contradictions. Je vais prendre un exemple qui concerne madame, c'est le cancer du sein, faut-il le dépister ou non? Le corps médical dit globalement oui, mais il y a beaucoup de blogs, de réseaux sociaux qui disent quelle horreur, faut pas le faire. Mais il y a la même chose sur les vaccins. Les médecins disent globalement oui, on a réussi à éradiquer telle maladie grâce au vaccin, mais s'il y a une partie grandissante de la population qui n'est pas vaccinée, ces maladies vont revenir. Il y a donc une espèce de relativité de la donnée médicale avec d'un côté des gens qui disent la science, la littérature nous disent cela, et de l'autre côté n'importe qui peut dire non, ne vous vaccinez pas, non, ne dépistez pas le cancer du sein parce que c'est mauvais. D'ailleurs, je connais un cas. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans une période aujourd'hui où cette relativité augmente et où elle fausse, elle perturbe le rapport et le dialogue médecin-patient? Effectivement, c'est un des risques. Moi, je dirais qu'une des raisons peut-être de cela, c'est d'insister trop sur le fait que la médecine, c'est un soin, c'est de l'humain, etc. La médecine, c'est d'abord une technique, comme dit Canguilhem, ça veut dire que c'est quelque chose qui est au cas particulier, mais au carrefour de plusieurs sciences. Donc, évidemment, si l'accord des médecins est quasi unanime sur la vaccination de telle ou telle maladie, ça se discute pas. Enfin bon, c'est pas parce que la science quelquefois a été utilisée par les nazis ou une pseudo-science, c'est même pas une vraie science, ou qu'il y a eu des expérimentations hasardeuses, etc., qu'il faut remettre en question l'aspect scientifique. Et je dirais que de ce point de vue-là, Canguilhem est très hostile ou très critique à l'égard d'auteurs comme Illich, par exemple, ce critique de la médecine qui explique que c'est la médecine qui est pathogène essentiellement, le fameux auteur d'un livre qui s'appelait Némésis médical, qui a eu
au moins le courage d'aller au bout de ses idées, puisqu'il y avait un cancer, il ne s'est pas soigné parce qu'il pensait que, etc. Mais il me semble, en tout cas, s'agissant de Canguilhem, c'est vrai que c'est un rationaliste à l'ancienne. Bon, je n'ai pas beaucoup parlé de cet aspect-là, mais c'est un élève de Bachelard, c'est quelqu'un qui a réfléchi sur la philosophie des sciences, qui a écrit un manuel de logique. C'est un homme des Lumières, c'est-à-dire que pour lui, effectivement, il n'y a rien de plus grand qu'un texte de Laplace, de Pasteur, de Claude Bernard, etc. Et c'est une vraie science. Alors qu'après, il faille l'adapter, qu'il faille être humain dans l'application de cette science, d'accord, mais il est très hostile, même par exemple sur la question du réflexe, où il critique la vision traditionnelle du réflexe. Mais il dit, attention, je ne suis pas comme Merleau-Ponty, pour ne pas le nommer, qui lui utilise ça dans un sens anti-scientifique, anti-science classique. Non, non, moi, alors, j'explique ce que c'est que l'histoire du réflexe, mais je suis un farouche partisan de la science constituée. Donc je dirais que c'est pour ça que quelquefois je dis, par exemple, quand on dit Canguilhem, philosophe du soin, non, non, c'est un philosophe de la guérison, c'est un philosophe de la médecine combattante, de la médecine à l'ancienne. Et bon, personnellement, moi je préfère un médecin qui me soigne plutôt qu'un médecin qui soit humain. Pour l'humanité, j'ai plus ou moins quelques amis et un peu de famille. Bon. Est-ce qu'il y a une autre demande de parole? Oui, monsieur, tout au fond. La dernière. Nous allons marquer un temps de pause de 10 minutes avant d'enchaîner sur la rencontre avec Laurence Ferrer-Sida sur le thème de « Dans le regard de l'autre ». Oui, bonjour, moi c'est une question en fait au sujet des maladies psychiatriques. Je voulais savoir en fait si les effets subliminaux qu'on voit à la télé, enfin dans les messages qu'on nous envoie, est-ce que ça peut aussi provoquer des maladies psychiatriques aussi? Voilà. Il vaudrait mieux demander à un psychiatre ce qu'il en pense. Moi, j'ai pas d'idée très précise là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que les émissions de télé stupides, ça ne rend pas intelligent. C'est pas de la psychiatrie, non, mais parce que je plaisante. Allez, vraiment une toute dernière avant d'accueillir Laurence Ferrer-Sida. Je voudrais juste attirer l'attention de nous tous sur deux questions qui ont été posées. La première, une dame a parlé de son cas, donc elle a été, elle a été dans le coma, tout le monde a écouté. Une autre personne a parlé de son cas, et là, sur un cas psychiatrique. Moi, j'ai baissé la tête et j'étais très émue. Il y a eu plusieurs interventions. Je connais quelqu'un, moi-même. J'ai une enfant qui a une maladie mentale et qui m'a posé vraiment beaucoup de problèmes à un certain moment. Et j'avais un ami qui me disait « mais laisse tomber, elle va t'entraîner dans le chaos ». Je suis une mère et bien entendu je n'ai jamais baissé les bras, je suis toujours là. Ce même ami a perdu un de ses enfants d'un cancer. Je voudrais souligner que la maladie mentale parfois est incurable, comme un cancer. Le cancer peut ne pas durer très longtemps, la maladie mentale elle dure longtemps. Donc voilà, je voulais juste préciser ceci. Merci pour ce témoignage, c'est important. Merci, c'est important, c'est vrai. Très bien, eh bien écoutez, je crois qu'il ne reste plus qu'à remercier Jean-François Blanchstein qui est là depuis 10 h du matin.